Très bien, bienvenue au symposium de cardiologie qui est sponsorisé par Purina. J'ai pensé que nous pourrions commencer aujourd'hui par une brève discussion sur la physiopathologie. Évidemment, la prochaine séance concernera l'insuffisance cardiaque et son traitement, pour que nous ayons une idée de la manière dont nous passons d'un cœur normal à un cœur anormal. Mais nous devons d'abord obtenir un aperçu général du système circulatoire dans son ensemble, et nous nous soucierons plus précisément de la diminution dans le système circulatoire, qui implique à la fois le volume sanguin, la concentration d'oxyhémoglobine et le système vasculaire. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'une des 4 parties, qui est l'insuffisance cardiaque en elle-même. L'insuffisance cardiaque est essentiellement l'incapacité à expulser le sang. Il s'agit d'une dysfonction systolique où le cœur ne peut simplement pas fonctionner de manière adéquate pour se contracter. Mais nous devons également nous soucier de la dysfonction diastolique. Dans le cas de la dysfonction diastolique, nous nous trouvons face à une capacité ou incapacité à s'étendre. L'incapacité à s'étendre engendre l'incapacité à se remplir du sang de la circulation veineuse et à l'expulser de nouveau. Lorsque nous faisons face à une dysfonction cardiaque, pour nos besoins ici et pour nos besoins en matière de traitement, que nous aborderons lors de notre prochaine séance, nous parlons des 2 dysfonctions, systolique et diastolique. Nous parlons d'une combinaison des dysfonctions systoliques et diastoliques. Et nous parlons d'une insuffisance cardiaque qui a lieu avec une fraction d'éjection normale ou préservée. D'ailleurs, le dernier cas prend une place de plus en plus importante à prendre en compte en cardiologie chez les humains et les animaux. Souvenons-nous à nouveau que les signes cliniques liés à l'insuffisance cardiaque sont différents selon s'ils apparaissent à gauche ou à droite. Un édème pulmonaire à gauche, une dyspnée, une toux, un épanchement pleural sont les signes cliniques les plus courants, alors que ceux qui apparaissent du côté droit sont liés à la présence d'ascites, d'un édème périphérique et d'un épanchement pleural. Il existe plusieurs causes d'insuffisance cardiaque systolique. Le muscle cardiaque lui-même, comme vous pouvez le constater, lié à la cardiomyopathie par exemple, ou à une inflammation du cœur, à une charge de pression ou une surcharge de pression, liée à une hypertension systémique, parfois à une hypertension pulmonaire, certainement une sténose sous-aortique et un nombre d'autres défauts congénitaux. Il existe également la surcharge volémique, peut-être ce dont nous nous soucions le plus chez les petits animaux, par rapport à la surcharge et à la régurgitation valvulaire, provoquant de trop grandes quantités de sang dans le cœur et empêchant le cœur de fonctionner de manière correcte. Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses causes d'insuffisance cardiaque systolique. L'une de ces causes, comme nous l'avons vu, est l'insuffisance myocardique, et dans ce cas, le muscle cardiaque n'est simplement plus capable de se contracter pour faire entrer et sortir le sang comme un ballon trop gonflé un jour de fête, où le ballon est immobile et n'est capable de bouger dans aucune direction. Les irrégularités du muscle cardiaque peuvent, par exemple, inclure un trouble comme une tachycardie ventriculaire. Dans ce cas, il est associé à une tachycardie arythmogène du ventricule droit, qui est une fibrose graisseuse du muscle cardiaque prenant la place du muscle normal, en conséquence de quoi le cœur, au lieu de se contracter entièrement, se contracte juste à un endroit, ce qui rend les contractions peu efficaces. Un autre exemple est la surcharge de pression. Cette surcharge de pression est liée au cœur qui a un myocarde simplement trop épais, qui subit donc une hypertrophie
et on se trouve en présence d'une dysfonction ventriculaire. Comme nous l'avons dit, le problème le plus courant est la surcharge volémique. En cas de surcharge volémique, le cœur se dilate parce qu'une trop grande quantité de sang entre et que le cœur est trop faible pour l'évacuer en le pompant, ce qui a pour conséquence une pompe qui pompe de moins en moins de liquide. Il est possible d'observer une surcharge volémique chez les chiens souffrant d'une maladie valvulaire mitrale, et pour les traitements de petits animaux, la surcharge volémique est probablement la forme la plus importante de surcharge systolique et de dysfonction systolique. D'autre part, nous avons la dysfonction diastolique, qui est la conséquence, comme nous l'avons dit, d'un remplissage ventriculaire restreint. Nous sommes en présence d'un cœur qui est simplement trop épais. Par conséquent, le sang ne peut pas entrer dans le cœur, qui ne s'ouvre pas et ne se contracte pas de manière adéquate. De ce fait, le sang commence à entrer, mais sort en quantité insuffisante. Le sang est donc refoulé dans les poumons et la circulation périphérique, ce qui donne lieu à une insuffisance cardiaque. C'est ce que l'on peut observer en cas d'hypertrophie ventriculaire, lors de laquelle le muscle cardiaque devient de plus en plus épais et qui essaye, mais sans succès, de se dilater. C'est également ce que nous voyons en cas de dysfonction du collagène, où le collagène entre dans le cœur, et chez les humains, les préoccupations principales résident dans les cicatrices et la fibrose. Fondamentalement, on arrive à une rigidité et une relaxation de la chambre, et par la suite à une défaillance du cœur à se relaxer en cas de maladie diastolique. L'insuffisance cardiaque congestive est en effet, si vous voulez, le point culminant de ce problème et est associée à une augmentation de l'activité nerveuse sympathique et à une atténuation du tonus parasympathique. C'est ce que nous allons traiter au cours des prochaines minutes et que nous allons également commencer notre réflexion au cours de la prochaine séance lorsque nous aborderons le traitement de l'insuffisance cardiaque et la manière dont nous devons l'aborder. La réponse du corps face à l'insuffisance cardiaque est une réduction de l'homéostasie qui démarre avec une augmentation de l'aldostérone dans le plasma qui provient de la rénine et qui vient d'une production des reins et passe à travers le reste du système, le système rénine, angiotensine, aldostérone. C'est ce qui a lieu lorsque l'homéostasie n'est plus préservée et que nous commençons à accumuler le liquide. Comme nous l'avons dit, l'insuffisance cardiaque perturbe l'homéostasie. Elle la perturbe en générant le développement d'hormones vasoconstrictrices dans le corps, qui engendrent à leur tour une vasoconstriction, un épaississement du muscle cardiaque, un endommagement du muscle cardiaque et une rétention de liquide, notamment du sel et de l'eau. Il s'agit ici de facteurs neuro-endocriniens habituels dans le corps d'un chien, d'une vache ou d'une personne. Nous nous trouvons face à un syndrome classique de yin et de yang. Nous sommes en présence d'hormones vasoconstrictrices, que vous pouvez voir sur la gauche de votre diapositive, qui sont normalement prévues pour contracter les vaisseaux et qui veillent à leur fonctionnement. Et le vasodilatateur, sur la droite de votre diapositive, agit pour réguler le degré de vasoconstriction en engendrant une vasodilatation et en permettant au cœur et au système vasculaire de maintenir ce que nous appelons une situation homéostatique ou une situation d'équilibre. Gardez à l'esprit qu'avec le système SRAA, nous commençons avec des voies ECA et non ECA. Ces voies sont importantes au moment de démarrer le traitement,
notamment en présence d'inhibiteurs ECA, ainsi qu'en application des voies non ECA, dont certaines sont traitées en utilisant des inhibiteurs sur le système SRAA qui bloquent les récepteurs de l'angiotensine qui, à propos, sont devenus particulièrement importants du fait du récepteur à la COVID qui est assez similaire au récepteur ARA. Nous pensons donc que nous pouvons progresser avec la COVID en utilisant des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. Nous sommes donc en présence d'une compensation centrale et cette simple compensation comprend la tachycardie, une augmentation de la fréquence cardiaque, un inotropisme réduit qui commence à pomper plus efficacement pendant un temps. Gardez à l'esprit la courbe de Starling qui monte, mais qui ensuite atteint un maximum et commence à chuter. Et enfin, nous avons une croissance myocardique et une hypertrophie. La croissance est une bonne chose au début, mais si la croissance va trop loin et que nous atteignons un pic de la courbe de Starling, il est possible que nous ne puissions pas offrir de traitement efficace. C'est là qu'intervient la décompensation cardiaque. Les symptômes commencent à apparaître, ils démarrent lentement, ils empirent de plus en plus. On peut citer l'engorgement de la veine jugulaire, un édème périphérique, un édème pulmonaire, un épanchement pleural, plus couramment chez le chat et chez les humains aux membres inférieurs, où nous avons observé que les liquides commençaient à s'accumuler immédiatement. La progression cardiaque de l'insuffisance cardiaque congestive peut avoir différentes conséquences. Une maladie valvulaire mitrale progressive, une cardiomyopathie dilatée avec une contraction du muscle cardiaque de moins en moins efficace jusqu'à ce que celui-ci ne puisse plus pomper correctement. Nous pouvons développer des arythmies, une fibrillation auriculaire, des battements ventriculaires précoces, un bloc cardiaque, une tachycardie atriale. Les arythmies qui perturbent et endommagent les dynamiques habituelles ont pour conséquence une fonction cardiaque moins efficace. Une rupture des cordages tendineux, un épanchement péricardique, une thromboembolie pulmonaire, une embolie périphérique et un endommagement de l'auriculaire gauche jouent toutes un rôle considérable dans la manière dont le muscle cardiaque commence à être déficient. Sur notre dernière diapositive, nous pouvons voir différentes phases de la maladie cardiaque, mais nous allons nous arrêter là pour le moment. Nous reprendrons au début de notre prochaine séance qui nous aidera à répondre à la question « Comment traiter l'insuffisance cardiaque ?»